Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues et amis. C'est un jour de greffe et pour cette raison, Jean Scheid ne peut pas être présent. Deux provinces d'Asie mineure ont été mises en lumière d'une façon particulière par des trouvailles épigraphiques des dernières décennies, mais pour des périodes très différentes. Dans le cas de la provincia Lycia, cela concerne surtout les premières décennies du gouvernement direct romain, c'est-à-dire les 20 premières années après l'annexion de la région en 43 après Jésus-Christ par Claude. En raison des résultats des fouilles et des explorations des dernières décennies dans cette partie de la Turquie, nous sommes maintenant beaucoup mieux informés sur le début de cette province que sur celui d'aucune autre. Dans le cas de la provincia Pontus et Bithynia, une source exceptionnelle, une série de 21 points avec des légendes extraordinairement riches, nous donne des informations uniques sur le gouverneur d'une province au IIIe siècle et leur relation avec la métropole de cette province pendant cette période si mal documentée pour tout l'Empire. Il a été significatif pour l'état des connaissances sur la Lycie que la recherche ait discuté pour des décennies de deux questions relatives aux premières décennies de la province sans arriver à une conclusion acceptée par la communauté scientifique. D'abord, la question à savoir si la phrase de Suétone que Vespasien aurait réduit en province romane l'Achaïa, la Lycie, Rhodes, Byzance et Samos parce qu'il les avait privés de leur liberté, impliquait que la provincia Lycia, constituée par Claude, ait été dissoute par Néron, comme il avait fait avec la provincia Achaïa, pour être nouvellement installée par Vespasien. En plus, la question à savoir fut discutée si la Lycie faisait du début une partie d'une province double, Lycia et Pamphylia. Des inscriptions récemment publiées n'ont pas seulement offert la possibilité de surmonter ces impasses, elles ont également laissé avancer nos connaissances dans plusieurs autres aspects, parfois avec de grandes surprises. Je voudrais commencer avec la documentation épigraphique pour le gouverneur Sextus Marcius Priscus. Il était connu depuis la première moitié du XIXe siècle de deux inscriptions mentionnant qu'il était gouverneur sous Vespasien de la province à laquelle Patara et Xanthos appartenaient. Aujourd'hui, son activité dans cette province est documentée par 12 inscriptions. Parmi ces inscriptions, un monument de la ville de Patara est d'une importance particulière. Priscus y est loué de la façon suivante. On honora le legatus proprietore de tous les empereurs depuis Tiberius César, qui a jugé pour 8 ans le peuple de Lucien d'une façon pure et juste, qui a décoré la ville avec des constructions les plus jolies, qui a procuré un phare et un contre-phare, c'est-à-dire un deuxième phare de l'autre côté de l'entrée au port, pour la sécurité des marins, les sauveurs et les végètes. Cette inscription est importante sous divers aspects. Marcius Priscus est, comme on a déjà dit, connu par 12 inscriptions. Selon les caractéristiques au texte, 8 sont érigées sous Vespasien, 2 sous Galba et 1 sous Néron. Pour cette raison, il n'y a aucun doute que Tiberius César n'ait pu se référer à l'empereur Tibère. On y trouve une façon de parler de quelqu'un de qui on ne parle plus. Tiberius César se réfère à Néron. Et parce qu'on trouve la même formule, legatus proprietore, de tous les empereurs depuis Tiberius César, dans une autre inscription, pour Marcius Priscus, cette formule a probablement été inventée par Priscus pour le cas où il était nécessaire de parler de Néron et de l'année des 4 empereurs, c'est-à-dire l'année de la guerre civile entre Galba et Néron,
entre Otho, Vitellius et Vespasien. Alors, les 8 ans de gouvernement de Marcus Priscus doivent être comptés de 64-65, l'année pour laquelle Sextus Marcus Priscus est mentionné pour la première fois. Par conséquent, ces 8 ans comprennent la période jusqu'en 71-72, c'est-à-dire, entre autres, l'année des 4 empereurs. La notice de souhaitant que la Lucie était libre avant Vespasien ne peut pas impliquer que la Provence ait été dissoute et qu'il n'y a pas de gouverneur romain. On reviendra sur la question de ce que cette phrase peut signifier. Une autre technique du Priscus pour se distancer de Néron consistait en la pratique de remplacer le nom de cet empereur dans les inscriptions gravées sous son règne par celui de Vespasien. Nous avons plusieurs témoignages. Priscus fut loué par les Patarenses pour ses constructions très réussies avec lesquelles il a décoré Patara. Les Patarenses mentionnaient surtout 2 phares et avec raison. Patara est la seule ville provinciale connue jusqu'ici qui possédait une phare et ce dernier n'a pas été construit par un souverain pré-romain comme à Alexandrie ou à Césarée en Palestine, ou par la présence d'un empereur comme par exemple à Bologne. Mais les phares n'étaient pas le seul bâtiment de Patara qui ont été initiés et payés par le gouvernement romain. Parmi les très belles constructions mentionnées par l'inscription se trouvaient, comme des autres inscriptions le montrent, entre autres, un complexe thermal avec des piscines et tout le décor construit à partir des fondations, achevé par les efforts de Marcus Priscus. Une 3e inscription rapporte que Vespasien avait fait réparer par son gouverneur Marcus Priscus l'aqueduc de Patara, commencé par un gouverneur de Claude, Vilius Flaccus. Cet aqueduc fut achevé pour la première fois sous un autre gouverneur de Claude, Eprius Marcellus, mais tomba en désuétude à cause d'un schisme. Dans les 2 cas, on mentionne par 2 formules très similaires que les bâtiments étaient financés par le montant des tributa capitis en ce qui concerne les citoyens de Patara et qui étaient collectés par la ville et dans le cas duquel le peuple lucien a donné son accord pour son utilisation. La signification de ces phrases uniques dans tout l'Empire est devenue plus compréhensible par 3 inscriptions qui se réfèrent aux portoria, aux droits de douane et de passage dans la provincia Lycia. Malheureusement, la plus importante inscription de ces 3, en provenance du Myra, Kaunos et Andriaque, respectivement, n'est toujours pas entièrement publiée, mais n'est connue que dans ses contours et par des citations de certains passages. D'après ces inscriptions, dans le cas de la Lucie, le portoria, les droits de douane et de passage n'étaient pas encaissés par des publicains au nom de l'État romain, une méthode qui a été considérée par la recherche comme typique pour le premier siècle du Haut-Empire, à ce qu'on a pris connaissance de cette inscription. Cette inscription a montré que, au contraire, un système complexe existait, dans lequel l'organisation commune de toutes les unités politiques du peuple lucien, le koinon de la Lucie, récoltait les droits de douane dans le cas d'export, les cités individuelles les droits de douane dans le cas d'import. Une certaine partie de ces dernières douanes devrait être transmise à l'organisation commune, au koinon. Rome se contentait d'une somme fixe et modeste, 100 000 denarii, c'est-à-dire le census d'un eques romanus ou la grandeur de l'antique de Beroia.
Avant la découverte de ces inscriptions, un tel règlement n'était pas envisageable. Aujourd'hui, on essaie de l'expliquer par l'hypothèse que Rome ait accepté un règlement qui remontait à la situation pré-romaine et même peut-être au temps de domination de Ptolémée sur la Lycie. Apparemment, un règlement similaire existait dans le cas des tributum capitis. Cela implique que le représentant de Rome, sans aucun doute l'empereur, ait généralisé un règlement pré-romain, même dans le cas d'une contribution typiquement romaine comme le tributum capitis. Si Claude l'avait déjà fait ou si ce n'était que Vespasien, reste une question ouverte. Ce qui est devenu plus clair est que la notice de Suétone reflète probablement une réduction des taxes exigées par Rome. Finalement, on doit comprendre de l'inscription mentionnée ci-dessus que Vespasien a renoncé à cette partie du tributum capitis collectée par Patara et l'avait donné en cadeau à cette ville pour qu'elle puisse financer les deux constructions. Le Koinon a approuvé cette décision puisque la collecte du tributum capitis était une tâche de toute la Lycie. Une telle méthode de financer le don de l'empereur était probablement beaucoup plus commune que le don direct de l'argent. Nous connaissons d'autres exemples de l'Antiquité tardive. C'est pour l'empereur un renoncement relativement facile. Il renonçait à de l'argent qu'il n'avait pas encore reçu et dans le cas duquel il ne pouvait jamais être certain de le recevoir. Et si c'est Vespasien qui a introduit le tributum capitis en Lycie, c'est encore plus stratégique. Le Lycien devait accepter pour le futur à qui il devrait payer le tributum capitis, mais au moins les Patarenses, ainsi que peut-être d'autres villes, ne devaient pas le faire tout de suite sans y tirer avantage. Comme le deux phares et les autres constructions le montrent, Patara fut aménagée de manière exceptionnelle, même pour une capitale d'une province. Cela ne voulait pas dire que d'autres cités n'étaient pas aménagées sous Marcus Priscus. À Olympos, l'empereur Vespasien, ou probablement déjà Néron, a également fait construire par Marcus Priscus des thermes, et à Xanthos, un bâtiment endommagé par des isthmes a été reconstruit. Mais aucune ville n'a été aménagée comme Patara. Il y avait probablement deux raisons pour ce traitement préférentiel. Patara était le lieu de réunion le plus important du Koinon de la Lycie. On y trouvait les archives du Koinon. Patara était également sans aucun doute la résidence du gouverneur dans les premières décennies de l'existence de la province, c'est-à-dire avant que la Lycie ne soit unifiée avec la Pamphylie sous Vespasien. C'est un autre résultat de nombreuses inscriptions trouvées dans les dernières décennies. Aucun gouverneur du début du contrôle direct romain sur la Lycie, qui sont maintenant souvent documentés au moins par une poignée d'inscriptions, n'est mentionné en Pamphylie. C'est fait et l'autre constat que les titres de ces gouverneurs mentionnent seulement la Lycie dans les cas rares, bien sûr, où on nommait le ressort, laisse penser que la fusion de la Lycie et de la Pamphylie en une province était une conséquence d'une décision de Vespasien. Typique pour son temps et le règne qui suivait, mais pas pour le début de la Lycie. Et il y a une bonne raison pour cette séparation du début. La Pamphylie faisait déjà partie de l'Empire romain à l'époque républicaine, administrée dans le cadre de la Provincia Asia ou de la Provincia Cilicia. Pour le début du Haut-Empire, on doit penser à une réunion de la Pamphylie avec la Provincia Galatia, fondée en 25 avant Jésus-Christ. De cette façon, pour les règnes de Claude et de Néron, l'année des 4 empereurs et le début du règne de Vespasien, la province consistait seulement en la Lycie. Plusieurs indices montrent que Patara était le lieu de résidence préféré des gouverneurs romains.
Cela est indiqué en particulier par le monument funéraire d'une fille, d'une secrétaire en Amano de Marcus Priscus. De façon générale, les monuments funéraires pour les membres du personnel d'un gouverneur sont un bon indice de lieu où ceux-ci séjournaient la plupart du temps lors de leur activité. Mais on a également l'impression qu'un monument extraordinaire de cette province est un autre indice. Je parle du Stadiasmos Paterensis, le monument dédié par les Luciens à l'empereur Claude pour le remercier de la fin des troubles antérieurs par l'annexion, c'est-à-dire la guerre civile, la stasis, le manque de respect des lois, l'anomia, et les attaques de brigands, les lestéia. Bien sûr, c'est d'abord un monument de couche supérieure de la Provence, et le choix du lieu peut s'expliquer seulement par le fait que Patara était un lieu de réunion du Cognon. Mais le monument, qui énumère d'une façon détaillée le plus de 65 routes de la Lucie, est également une démonstration de la mise en valeur de la Provence par les Romains. Il fut sans aucun doute conçu après des délibérations intensives avec le premier gouverneur Quintus Veranius. Il parle expressément, non sans exagérer, des routes de toute la Lucie qui étaient construites par l'empereur Claude. En réalité, les Romains ont probablement seulement fait l'inventaire de la Provence et amélioré les parties de ces routes qui étaient en mauvais état. Le monument exagère les mérites des Romains, mais parle aussi de la population d'une manière qu'on ne connaît dans aucune autre province. Le Lucien n'était pas seulement philo-Romaioi et philo-Caesaris, mais également des pistoi simachoi, des alliés fidèles. Que toute une population d'une province s'appelle un allié fidèle est à mon avis unique et montre que les Luciens voulaient discuter avec les Romains sur un pied d'égalité. C'est probablement un résultat de la même attitude que les Luciens, et seulement les Luciens, usaient le terme dikaiodotes, c'est-à-dire juge pour le gouverneur. Bien sûr, chaque gouverneur romain était le juge suprême de sa province, et on en parlera dans la prochaine conférence. Mais les désigner seulement comme juge, et non par exemple comme hégémon, c'est-à-dire commandant en chef, élimine d'une certaine façon les côtés menaçants et dominants du pouvoir romain et laisse penser à des personnes comme Solon et à son rôle envers Athènes. Si cette vue était partagée par tous les Luciens reste une question ouverte. Les inscriptions trouvées dans les dernières décennies illustrent la vaste quantité de domaines dans lesquels les gouverneurs, et en particulier le premier, Quintus Veranius, sont intervenus. Veranius n'a pas seulement fait l'inventaire de la Provence et aménagé les routes, il n'a pas seulement supprimé le brigandage, il a également changé la constitution de certaines villes et a révisé la composition de certains conseils municipaux. En plus, il a pris des mesures que seulement des documents fiables, sans possibilité de les changer dans l'intérêt d'une partie, étaient acceptés par les archives publiques. En général, on a l'impression qu'il a remanié la Lucie dans les 105 années de son gouvernement par des formes similaires à celles que Pompée a utilisées pour constituer la Provincia Pontus et Bithynia et que nous sommes connus par des sources littéraires. On a même parlé d'une lex provinciae. Au contraire de ce qui a été longtemps pensé, il n'est pas prouvé que chaque province avait une telle lex provinciae. Mais en Lucie, comme dans la province Pont-Putigny, c'était apparemment le cas. Dans les dernières décennies, un groupe de poids fut publié. Grâce à leur caractère exceptionnel, ils en font
ils ont fait avancer nos connaissances sur le pont Puteoli, ses gouverneurs et sa métropole d'une manière extraordinaire. Avec un exemple qui est justement sous presse, 21 exemples sont aujourd'hui connus. Le poids sous presse mentionne un certain Quintus Aurelius Polus comme gouverneur du pont Puteoli et curateur de sa métropole lors d'un an 17, sans aucun doute une année du règne de Marc Aurèle, c'est-à-dire en 176-177. La raison principale de l'importance de ce groupe consiste dans le fait que le poids porte des légendes d'une longueur tout à fait sans parallèle pour le poids coulé dans les cités de l'Empire romain. Ils permettent ainsi de faire de nombreux pas en avant dans le cas de la pont Puteoli et de l'Empire en général pour la deuxième moitié du Haut-Empire. Laissez-moi d'abord énumérer et caractériser les légendes de ces groupes de poids. D'abord, on trouve une date. Les poids sont datés par l'année de l'empereur régnant ou dans le cas d'une co-règne de 2 ou plus empereurs co-régnants. Pour la plupart des poids, le nombre d'empereurs est donné avec tous les détails de sa nomenclature. Le cognomina ex virtute comme Particus, Germanicus, etc. inclus, et avec tous les éléments de cette titulature, Pater Patriae, Pontifex Maximus, etc. Seulement son prénom est parfois abrégé. Dans ce cadre général, certains sous-groupes sont à observer. Pendant au moins 3 années, lors du règne de Marc Aurèle, après le mot etus, c'est-à-dire dans l'an, seulement le chiffre de l'année de l'empereur régnant est noté, pas son nom ni sa titulature. Mais ça, c'est spécifique pour 3 ans de Marc Aurèle. Sous Septime Sévère et Caracalla, la citation du nom et de la titulature de l'empereur contient un élément qui est presque sans parallèle dans tout l'Empire. Partout ailleurs, des inscriptions détaillées donnent les chiffres des acclamations du prince comme imperator. Ils le font dans le contexte de sa titulature, c'est-à-dire après le cognomina ex virtute comme Germanicus, Sarmaticus, et parmi la mention des titres comme consul ou pater patriae. Sur le poids, au contraire, on trouve ces chiffres après le prénomen imperator de chaque prince après Claude. Je connais seulement 2 inscriptions en pierre qui offrent la même pratique. Ce sont 2 inscriptions en provenance de Bithynie, une inscription de Nicomédie qui se réfère à Commode et une inscription dite de Prusias. Pendant le IIIe siècle avancé, on n'a plus cité la titulature impériale et on a abrégé le nom de plus en plus. La rupture s'effectua entre 236 et 243, c'est-à-dire sous Gordien. La deuxième partie de la légende se constitue normalement du nom et du titre du gouverneur. Une fois un questeur est nommé et une fois le gouverneur est mentionné seulement à la 3e position de la légende. Mais normalement, le deuxième nommé est le gouverneur en fonction. La mention du gouverneur est introduite par un participe qui se réfère à son activité comme gouverneur du rang consulaire, comme par exemple hypatoiontes tes eparcheas, c'est-à-dire quand un tel nommé était gouverneur de la province. D'après ces participes, le nom, le titre et parfois même l'attribut du rang, vir clarissimus du gouverneur en question sont donnés. Encore une fois, jusqu'à 5 éléments de nom sont cités et seulement le prénom est abrégé. C'est seulement sur le dernier point que le nom du gouverneur est raccourci au simple cognomen. Troisièmement, s'il y a un curator republicae, c'est-à-dire une personne installée par l'empereur avec la tâche de contrôler les finances de la cité en question, il est mentionné avec tout son nom romain à la 3e place,
introduit également par un participe, dans ce cas-là, logistoiantes. En correspondance à la hiérarchie sociale, l'agronome, c'est-à-dire le magistrat de la cité qui était responsable de l'ordre sur le marché, et en particulier de la précision et l'exactitude du poids, est mentionné à la dernière place. Dans son cas, on citait également son nom complet, et c'est jusqu'au dernier exemple. À la fin, dans plus de la moitié des poids, l'unité de poids est mentionnée. Deux systèmes de mesure sont utilisés. Une litra agoraia, une litra de marché, et une litra italicon, une litre d'une façon italienne. Parce qu'ils correspondent à un rapport 3 versus 2, 100 grammes versus 327 grammes, on peut les utiliser ensemble et cela ne signifie pas que le poids provient de deux cités. Pourquoi ces poids forment un groupe et d'où provient ce groupe? Il est de la première importance que l'on trouve toutes ces autorités citées seulement sur ces poids. Bien sûr, dans la partie hellénophone de l'Empire, il y a des poids qui nomment l'empereur. Ils proviennent de provinces d'Égypte et de Palestine. De l'Égypte, 3 poids qui faisaient mention du gouverneur sont connus. Mais les gouverneurs de l'Égypte sont du rang équestre et non de sénateurs comme ici. En plus, ils sont cités seulement avec l'indication qu'ils étaient des gouverneurs, hégémones. Il n'y a aucune parallèle pour la mention de curateurs de cités sur des poids. L'agronome, au contraire, est le plus souvent cité sur des poids, comme on trouve également souvent la mention de l'unité des poids. Mais citer les 3 ou 4 autorités ensemble est typique seulement pour cette série. Bien sûr, on observe, comme j'ai montré, certains sous-groupes, mais on doit s'y attendre quand on discute d'un groupe de poids coulé sur une période de 150 ans. Pendant une si longue période, certains changements sont à prévoir. Diverses indications montrent que ce groupe provient du Ponte et Bithynie. Bien sûr, il n'est malheureusement jamais dit de façon explicite quelle province était gouvernée par ces gouverneurs. Mais nous avons plusieurs indices pour le Ponte Bithynie et, pour être plus précis, Nicomédie comme étant l'origine de ces poids. Ponte Bithynie est la province d'où provient l'exemple qui ne fut pas vendu au marché des antiquaires, mais dont on connaît la provenance exacte. Dans le cas des 3 gouverneurs nommés sur le poids, on sait par d'autres sources qu'ils étaient des legati Augusti pro praetore Ponti et Bithyniae. Les gouverneurs de la province à qui le poids se réfère étaient presque toujours des legati Augusti pro praetore, c'est-à-dire des gouverneurs d'une province impériale. Mais un poids de 156-157 nomme un questor, c'est-à-dire le deuxième représentant romain dans une provincia populi romani. Apparemment, l'organisation de la province en question a changé. Dans les années 156-157, elle était une provincia populi romani, mais la majorité du temps pendant lequel le poids a été fondu, c'était une provincia Caesaris. Cela concorde bien avec l'histoire du Ponte Bithynie, qui est devenue une provincia Caesaris dans les dernières années d'Antonin le Pieux, après avoir été une provincia populi romani dès l'époque d'Auguste. De plus, cet indice ne s'accorde avec l'histoire d'aucune autre province dans la partie orientale de l'Empire. Comme on l'a déjà indiqué, on ne sait pas seulement de quelle province le poids provient, mais également de quelle cité. Primo, sur 2 poids de l'époque de Marc Aurèle, on trouve l'indication hypotoiantes kai logistoiantes tes metropolios, c'est-à-dire le gouverneur était également curateur de la cité en question et cette cité avait le droit du titre métropolis. Il y a seulement 2 villes dans la Bithynie qui eurent le titre métropolis,
Nicomédie et Nicée. Mais alors que Nicomédie a eu le droit de ces titres pendant tout l'Empire, Nicée l'a eu seulement pour une période très courte, le règne d'Adrien et peut-être celui d'Antonin le Pieux. En plus, les poids connus de Nicée qui donnent explicitement le nom de la cité sont d'une toute autre maquette. Secondo, un des c'est l'autre, gouverneur et curateur, mais secondo, un des agoranomes nommés sur le poids ici discuté s'appelait Statius Aelius Nicomedianus. Dans le cas d'un autre agoranome nommé Ulpius Athenaios, une apparente Ulpia Athenais est connue par une inscription de Nicomédie récemment publiée qui date probablement de la même époque. Finalement, la pratique de citer les chiffres des acclamations impériales après le prénom est seulement connue de deux cités de Bithynie, Prusse et Nicomédie. Quelles sont les nouvelles idées qui offrent ces poids de Nicomédie sur le pont Bithynie ainsi que sur la période entre Marc Aurèle et Galien? Commençons par la prosopographie. Avant que la série de poids fût publiée, on connaissait le nom de 16 gouverneurs. Maintenant, le nombre de legati Augusti pro praetore Ponti et Bithynie connus a doublé. Les caractéristiques du profil d'un gouverneur de Pont Bithynie entre Marc Aurèle et Galien ont aussi changé. Xavier Loriot a résumé la vie traditionnelle de la façon suivante, je cite. Cependant, la place du Pont Bithynie dans la hiérarchie des gouvernements consulaires ne semble pas particulièrement élevée. Le poids montre deux types de gouverneurs sous deux conditions différentes. Dans un certain nombre de cas, nous connaissons la date du consulat et celle de la fonction en Pont Bithynie, et nous pouvons de cette façon déterminer l'intervalle et la position hiérarchique du gouvernement de Pont Bithynie. Des longs intervalles s'observent souvent. Cela est déjà vrai pour le premier légat de Pont Bithynie comme province impériale, Lucius Haedius Lollianus Rufus, consul ordinarius 144 et mentionné en tant que gouverneur de Pont Bithynie en 159. Titus Oclatius Severus était legatus Augusti Ponti et Bithyniae en 173-14, mais avait géré les vassaux dans le dernier nundinium de l'année 160. Dans le cas de Didius Julianus, consul suffectus probablement en 175, on pense qu'il était gouverneur du Pont Bithynie en 187-188. On a l'impression que le Pont Bithynie était pendant les dernières décennies du IIe siècle similaire à la Provincia Asia, parmi les provinciae Caesaris, c'est-à-dire une fonction particulièrement prestigieuse, mais pas dangereuse. Parce que le Pont Bithynie n'était pas une province aux limites de l'Empire, la fonction de gouverner d'une telle province était bien adaptée à la fin d'une longue et honorable carrière, un poste qui exige avant tout des compétences diplomatiques. Une situation semblable aurait pu subvenir dans les années 30 et 40 du IIIe siècle. Nous ne connaissons pas l'année du consulat pour la plupart des gouverneurs du IIIe siècle, puisque depuis les guerres marcomanes, le nombre de diplômes militaires qui nous offrent tant d'informations sur les consules suffecti devient rare. Et à partir de 206, on ne cite que le consules ordinarii. Toutefois, on peut déterminer l'intervalle entre d'autres fonctions consulaires et celle de gouverneur du Pont Bithynie dans certains cas. Gaius Pontius Pontianus, legatus Augusti Ponti et Bithyniae en 224-26, était déjà en 217-18 consularis Moesia Inforis. Gaius Abugius Secundus, legat du Pont Bithynie en 250-51,
avait gouverné la Mésie inférieure en 241 et Marcus Antonius Hieron, gouverneur de Pont-Puténie en 255-56, avait dirigé la province consulaire de Cappadoce en 244. En revanche, la situation dans les premières années de Septime Sévère fut très différente. Cela est vrai pour Silius Messala, consul suffectus en 193 et président de la session du Sénat en 193, qui proclama Septime Sévère comme l'empereur légitime. Il avait été déjà envoyé avant l'automne de 197 en Pont-Puténie pour le gouverner. Lucius Fabius Chilo, consul suffectus en 193, fut probablement déjà dans le Pont-Puténie en 194. Quintus Tineius Sacerdos, consul suffectus en 192, gouverna la province près du Bosphore en 198. Ces différences s'expliquent sans aucun doute par l'importance militaire de la province dans les premières années de Septime Sévère, surtout pendant un temps du siège de Byzance. Cela implique probablement que Silius Messala fut gouverneur de Pont-Puténie avant la chute de Byzance, c'est-à-dire avant la fin de 195 pendant la guerre parthique. En résumé, la place de Pont-Puténie dans la hiérarchie du gouvernement consulaire était particulièrement élevée, ou un poste particulièrement honorable, ou une position d'importance militaire avec la possibilité de gagner des mérites militaires. Mais les poids ne sont pas seulement une source extraordinaire pour la prosopographie sénatoriale du IIIe siècle. Ils donnaient également des informations très importantes en ce qui concerne l'institution du curator civitatis, c'est-à-dire le contrôleur des finances municipales envoyé par l'empereur. Cette institution fut étudiée en particulier par Graham Burton et François Jacques. Le poids nous offre la possibilité d'avancer sur deux aspects. Primo, si on présume qu'on nommait toujours le curateur sur le poids, s'il fut installé par l'empereur, on peut déterminer la fréquence des curateurs. Nous connaissons des poids coulés pendant 16 années. Dans ces 16 années, 6 curateurs sont connus, c'est-à-dire installer un curateur n'était pas un phénomène général pendant le 100 ans en question, mais pas rare non plus. Secondo, et ce fut une grande surprise, le poids témoigne pour la première fois qu'un gouverneur de la province pouvait cumuler la fonction de gouverneur et celle de curateur d'une cité de sa province. Le poids sous presse confirme ce fait déjà connu par un poids publié en 2007 et exclut la possibilité que la formule «Kai logestoiantes des metropoleos» ait seulement un caractère non officiel. On savait déjà que d'autres fonctionnaires du gouvernement romain des provinces, comme le questeur ou le procurateur, pouvaient également être au même temps des curateurs. Mais dans le cas d'un gouverneur, une telle cumulation n'était pas connue. C'est étonnant, au moins pour nous, parce que la fonction de gouverneur implique pour nous aussi tout le pouvoir d'un curateur. Mais penser de cette façon est peut-être trop moderne, trop orienté vers des modèles de bureaucratie hiérarchisée. Finalement, dans ce contexte, la question se pose à savoir si nous ne connaissons pas un troisième gouverneur qui a cumulé les deux fonctions. Corpus Inscriptionum Latinarum, volume 6, numéro 1408, nous donne les fonctions remplies par Lucius Fabius Chilo, Septimius Catininius Aquilianus Lepidus Fulcinianus jusqu'à son deuxième consulat. Selon toute l'évidence, l'inscription ne donne pas les fonctions dans l'ordre chronologique,
mais ordonnés par groupe. D'abord, la fonction la plus prestigieuse est nommée le consulat. Après, la fonction du comes qui impliquait une proximité avec l'empereur. Les fonctions comme prêtre des divers collégiats suivent à cause de leur prestige. Ensuite, le gouvernement du rang consulaire et les fonctions militaires sont nommées. Et, à la fin, les fonctions les moins prestigieuses, celles jusqu'au consulat et 3 curature, celles de interamnium, gravisca et nicomédie. À la lumière des poids qui mentionnent 2 fois des gouverneurs qui étaient en même temps des curateurs, il semble très vraisemblable que Fabius Chilo Septimius était simultanément gouverneur de Pamphylie et curateur de Nicomédie. La raison pour laquelle on a donné le titre de curateur à certains gouverneurs était probablement le statut privilégié de Nicomédie. Mais la raison pour l'installer une telle fonction dans les années en question était la lourde charge qui pesait sous certaines circonstances sur Nicomédie. Cette charge est illustrée par diverses observations. Pour les 4 années de 14 jusqu'à 17 de Marc Aurèle, on connaît maintenant en étroite succession 3 pas de 3 gouverneurs. Cette accumulation est d'autant plus frappante parce que ce groupe de poids est séparé par un écart de 16 ans du poids le plus proche en ce qui concerne le temps passé, le poids de 156-157, et par un écart de 16 à 20 ans en ce qui concerne le temps à venir, le poids de 193-197. En d'autres termes, en 4 décennies, on ne trouve que ce groupe de 3 statma. Ce n'est probablement pas un hasard. Il semble probable qu'à cette époque, des poids urbains aient été faits selon le besoin, pas forcément à chaque année de façon régulière et en aucun cas chaque année dans le même nombre. Une orientation selon le besoin était également un facteur déterminant dans un autre genre d'instrumentum publicum, la monnaie frappée par des cités dans la partie hellénophone de l'Empire. Un bon exemple est fourni par les villes dans le cas desquelles les émissions étaient datées par la référence à l'ère de la ville en question. Ruprecht Ziegler en particulier a démontré sur la base des émissions des villes de la partie orientale de Cilicie et du Pontus qu'il existait une étroite relation entre la frappe de l'argent municipal de ces villes et le mouvement des troupes. En 1984, Peter Weiss a appliqué ce modèle au poids connu à ce moment en se référant particulièrement à un poids qui mentionne Gaius Iulius Cornutus Tertullus et date de 113-114. À partir de ce poids, il a fondé son argumentation sur un poids de 6 litres d'une ville inconnue avec l'image de Zeus Nicophore sur un côté et l'inscription Nike ton Sebaston et 2 branches de palmier sur l'autre côté, et finalement sur un 3e poids d'une grandeur anormale, également d'une ville inconnue, avec un buste et le nom de Trajan sur un côté et une grande Nike qui portait une guirlande et tenait un palmier sur l'autre côté. Peter Weiss a expliqué tous ces poids qui se réfèrent d'une façon évidente à un contexte militaire avec la situation de la guerre parthique de Trajan et le mouvement de troupes de l'ouest à l'est. Le groupe de 3 pas de 173 à 177 laisse penser aux exigences de la guerre de Marcomanne et en particulier à la concentration de vexillationes en provenance de tout l'Empire au Danube, à l'usurpation de Avidius Cassius et au voyage de Marc Aurèle dans la partie orientale de l'Empire. Nicomédie était particulièrement chargé dans de telles situations à raison de sa situation géographique, de son port et de sa position au grand axe routier des Balkans à la frontière est de l'Empire.
Dans de telles situations, il y a un besoin beaucoup plus grand de poids qu'en temps de paix. En particulier, la mission de poids selon la norme romaine, les litra italicum, correspondait très bien au séjour de grands groupes de personnes dans la ville qui étaient habitués à une mesure romaine de poids. Au-delà de la guerre parthique de Trajan ou de l'usurpation d'Avidius Cassius, mais de façon plus générale, on a l'impression que la production de la plupart des poids était la conséquence de situations politico-militaires très tendues, de mouvements de troupes ou de l'empereur avec son accompagnement et d'une demande correspondante. Les coïncidences entre les dates de poids et de telles situations sont trop frappantes. On ne doit pas seulement mentionner la guerre parthique de Trajan, l'usurpation d'Avidius Cassius et le voyage de Marc Aurèle, mais également la guerre parthique de Septime Sévère, la présence de Caracalla à l'est, en particulier son séjour à Nicomédie pendant l'hiver 213-214, la guerre persique de Gordian III, les rapatriements de Vexillationes après cette guerre et celle de Carpe sous Philippe, les opérations de Dès dans les Balkans et les campagnes dans l'est des Valériens. Mais le poids nous offre un tout autre aperçu très inattendu de la situation particulièrement tendue au milieu du IIIe siècle. Si on regarde attentivement ces poids, on remarque deux parties différentes et ici une étape. Cette étape, entre les 7 premières lignes et les 4 dernières lignes, est caractérisée que les lettres qui suivent sont très minces, à peine lisibles et sur la surface surélevée. Or que le début du mot agoranome, les lettres agorano, se trouve sur la surface normale, la fin, muntos, est à lire sur la face surélevée. Pour comprendre ce qui s'est passé, on doit prendre en considération qu'une surface surélevée implique que la moule du poids a été approfondie. Apparemment, on a remplacé le nom d'agoranome qui était gravé lors de la première utilisation des poids en question par celui de ses successeurs. La même chose s'applique au poids le plus tardif, celui de 259-260. Le remaniement commence ici aux 3 premières lettres du mot agoranomuntos, aux lettres tos. Au début de la ligne 3, la police, pour le dire d'une telle façon, au début de la ligne 3, la police est plus petite, plus mince et moins forte. Les moules n'ont donc pas été préparés sous les agronomes qui sont maintenant présents sur le poids. Au contraire, ces magistrats du temps de Valérien ont remanié des moules gravés par leurs prédécesseurs. L'augmentation du poids occasionnée par le changement a apparemment été prise en compte. Quand on ait modifié seulement les 2 derniers poids de toute la série de 21 poids est sans aucun doute une indication surprenante. Apparemment, la détérioration de la situation politique au milieu du IIIe siècle a même influencé les tâches de routine des magistrats urbains de la métropole de la Bithynie. Finalement, ces modifications de moules existants nous offrent encore une indication très importante sur l'empereur Dès. On connaît aujourd'hui 3 poids de son règne, 2 donnant 1 et 1 donnant 2. Il existe un certain accord de la recherche sur l'étape principale de l'usurpation de Dès. Mais les dates précises demeurent une question ouverte. L'accord est le suivant. Après que Dès ait été acclamé comme impérateur autour de juin 249,
et qu'il ait vaincu Philippe l'Arabe dans une bataille près de Beroia en Macédoine. Pendant l'été, ce dernier a trouvé la mort au plus tard en septembre 249. En Égypte, il y a encore un certain nombre de documents et de pièces de monnaie qui sont datés par une 7e année de Philippe. Donc, au début de l'année égyptienne, c'est-à-dire le 29 août 249, on n'a aucun doute, au moins officiellement, que Philippe l'Arabe était l'empereur régnant. Le dernier papyrus qui se réfère aux deux Philippe date du 22 septembre 249. Apparemment, Dès fut reconnu comme empereur dans tout l'Empire dans la première moitié de l'octobre ou à la fin du septembre. Comme terminus antiquem, la recherche considère jusqu'à aujourd'hui Codex Justinianus, un certain rescrit dans le Codex Justinianus du 16 octobre 249, Dès étant à Rome, et un papyrus Oxyrhynchus numéro 1636 du 27 novembre 249 avec la mention de la première année de Dès. Dans ce débat, deux papyrus négligés jusqu'ici que le poids de Nicomédie permet de faire avancer la réflexion. Apparemment, aucune personne jusqu'ici a utilisé la banque de données des Heidelberger Gesamtverzeichnis der datierten Papyrusurkunden pour contrôler nos connaissances sur l'année 249. Si on le fait, on trouve deux papyrus qui laissent avancer nos connaissances. La date précise du contrat de vente BGU 2833 de Hermopolis n'est pas conservée, mais il date de toute façon du mois Paofi, c'est-à-dire de la période du 28 septembre jusqu'au 27 octobre 249. Comme dans le cas des autres sources documentaires du début du règne de Dès, l'empereur n'est pas encore appelé Trajanus, mais on parle seulement de Etus protu autocrateros Caesaros Gaio Messio Quinto Decio Eusebus Eutychus Sebastu. Les monnaies de Viminacium, de Thessalonique et d'Antioche, les émissions pour toute la province, pas celle des villes, nous offrent d'autres exemplaires pour un tel nom. Sammelbuch, numéro, c'est le monnayage de Thessalonique, et c'est encore les deux papyrus. L'autre papyrus, Sammelbuch numéro 16254, ne nous donne pas seulement le 15 novembre 249 comme première date précise pour l'empereur Dès en Égypte, il utilise également déjà le nom Trajanus. Mais on ne trouve pas dans sa forme normale et la plus commune Gaius Messius Quintus Trajanus Decius, mais Gaius Messius Quintus Decius Trajanus. Le même phénomène est à observer dans le cas de deux poids de Nicomédie, coulés pendant une première année de Dès. Sur le point numéro 20 de Nicomédie, Dès est appelé sous la forme Etus protu tu curiu Hermon autocrateros Gaius Caesaros Gaio Messio Quinto Decio, pas de Trajanus. Cependant, le second poids de cette année numéro 10, son nom est Imperator Caesar Trajanus Decius. Le nom Trajanus est donc dans une position élevée, cette poids, sur la surface du poids. Dans le contexte de nos observations, cela voudrait dire que cette partie a été modifiée. L'explication évidente d'une telle modification est que le cognomen Trajanus fut connu alors qu'on était en train de fabriquer le moule. Le papyrus date de la première année de Dès pendant cette année égyptienne qui commença le 29 août 249. En plus,
Dès est reconnu dans l'Égypte le 27 octobre 249 ou plus tard. Dans le cas du calendrier de Pamputini, comme dans beaucoup d'autres calendriers dans la partie hellénophone de l'Empire, le but de l'année était le 23 septembre, l'anniversaire d'Auguste. Le 23 septembre était la date limite avec laquelle tout devait correspondre. Quand un empereur était proclamé le 23 mars, sa première année avait seulement 6 mois, c'est-à-dire la période entre le 23 mars et le 23 septembre. Ce fait aide à préciser davantage la date de la reconnaissance générale de Dès. La question se pose à savoir si la première année de Dès tomba dans l'année butynienne qui finit avec le 22 septembre 249 ou dans cette année qui commença le 23 septembre 249. Parce que l'on trouve sur un point de l'an 1 la mention du cognomen Traianus, il n'y a aucun doute. La première année de l'empereur Dès a commencé en Nicomédie après le 22 septembre 249. Le Dies Imperii de l'empereur Dès tombe donc dans les 3 semaines entre le 23 septembre et le 16 octobre 249. Bien sûr, on peut dire, bien, maintenant on le sait un peu mieux, mais est-ce que c'est important? La réponse doit être oui, et pas seulement en raison du manque de sources sur cette période, ou de leur caractère considéré particulièrement douteux et problématique. Les maigres sources pour Dès soulignent sa recusatio imperii, son souhait de ne pas être empereur. D'après ces sources, Dès a offert un règlement pacifique à l'empereur régnant Philippe l'Arabe. La recherche moderne a toujours mis en doute ces indications. Elle a toujours soutenu l'hypothèse que cette recusatio imperii était seulement un topos des historiographes ou au maximum une charade d'un usurpateur. Maintenant que l'on sait que Dès n'a revendiqué le pouvoir unique que plusieurs mois après sa victoire, ces indications gagnent en fiabilité. Les modifications du nom Traianus ne sont pas non plus sans signification. Dès exprima apparemment très vite, après sa reconnaissance générale, le souhait d'être aussi appelé Traianus. On a pensé avec raison au moment de l'Adventus, de l'entrée à Rome. Cette nouveauté a très vite fait le tour de l'Empire. Mais apparemment, il y a d'abord des doutes sur l'emplacement du nouveau cognomen, avant ou après Decius. La raison en est probablement que de tels cognomina furent mis à des positions diverses dans le cas des autres empereurs. Septime Severus a mis Pertinax d'après ses noms. Sévère Alexandre Severus avant son cognomen original. Mais Dès a très vite montré comment il voulait être appelé. Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius. Apparemment, il ne voulait pas être comme Trajan, mais un nouveau Trajan. Nous sommes arrivés par des sources d'origine provinciale aux idées de l'empereur le plus important et le plus méconnu du milieu du IIIe siècle. Je vous remercie de votre attention.